Polysécure, épisode sur l'actualité au 1er mars 2026. Semaine particulière avec le Sécure, fait que j'ai eu un peu moins de temps de regarder comme d'habitude. Mais bon, bref, très bel événement, on a eu beaucoup de plaisir. Puis ça m'a ressourcé un peu de faire ça. Et donc, les nouvelles ont été digérées différemment cette semaine. Shameless Plug, 31 mars au 2 avril, InCyber en Europe, 14 au 17 avril, le BotConf, toujours en Europe, 20 au 22 avril, ITSEC à Saint-Hyacinthe, et j'ai été informé que je vais participer, donc ça va être super chouette. Code rabais dans les show notes si vous voulez participer à l'événement. 28-29 avril, CyberEcho. Également, je vais participer en tant que podcasteur pendant tout l'événement. 9 au 17 mai, NordSec, même chose podcast. 3 au 5 juin, le Styx en France. J'espère pas rater les inscriptions, je n'y vais encore. 19 septembre, B-Side Montréal. Je vais aussi enregistrer d'autres podcasts. Ça fait vraiment chouette cette année, une très belle chose. Du 1er au 3 décembre, InCyber à Ottawa. Également aussi, je vais probablement y enregistrer des podcasts qui vont être très chouettes avec des conférenciers internationaux. Fait que j'ai bien hâte d'avoir ces discussions-là. Et le 24 et 25 février 2027, le Sécure revient l'année prochaine sensiblement dans la même formule que nous avons cette année. Je pense qu'il a bien fonctionné. Donc, commençons avec les nouvelles, ça a été très, très particulier ce qui s'est passé. Et dans le fond, l'intelligence artificielle, confrontation entre le département de la guerre, c'est dur de le dire en français, mais bref, et Anthropic essentiellement sur le fait qu'il y a eu une chicane entre les deux, sur le fait que Anthropic interdit l'usage de Claude pour certains types d'usages militaires qui sont pour les armes et pour la surveillance massive. Donc une chicane publique, puis je pense au moment où j'enregistre, il y a eu des directives de la part de l'exécutif de bloquer l'usage de Claude à l'intérieur de l'appareil gouvernemental américain. Donc, on risque d'avoir encore des rebondissements la semaine prochaine, mais ça a été assez épique comme rebondissement. OpenAI a fait un énoncé public aussi en disant que les lignes rouges, les mêmes que celles d'Anthropic, sont appliquées. Par ailleurs, les contrats d'OpenAI sembleraient protéger déjà ces choses-là, ce que les contrats d'Anthropic ne faisaient pas. Fait que ça semble être l'élément de base, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de rebondissements et beaucoup de questionnements sociaux sur ce genre de choses-là dans les prochains jours et prochaines semaines. C'est complètement fou. Comment l'univers change et tout rebondit. Folie d'utilisation du AI, essentiellement, les compagnies poussent de plus en plus les gens à utiliser. Ils ont des tableaux de bord sur l'usage du AI dans les compagnies, donc ils vont même punir et voir congédier des employés qui n'utilisent pas assez. L'intelligence artificielle, donc c'est un peu parti comme façon, comme approche. C'est comme essayer de nourrir la bête sur des gens qui ne veulent pas vraiment y participer. Autre sous-section, le grand remplacement. Il y a eu comme d'autres éléments qui ont rebondissement important. Le fait que Claude a annoncé qu'il allait créer du COBOL, ce qui a créé une chute des actions de 13% d'IBM. Et de l'autre côté, le fait que Claude Code Security ou Claude Secure, en tout cas bref, il serait capable de détecter ou est adapté à la détection de vulnérabilité dans le code, aurait fait chuter les actions des compagnies de cybersécurité de façon assez importante également. C'est un peu particulier parce que Claude ou Anthropic n'est pas la première compagnie qui mentionne le fait de l'usage de détection de vulnérabilité dans le code. OpenAI l'avait, Gemini aussi, fait que l'ont tout fait. C'est la première fois que ça crée cette espèce d'engouement ou de panique sur les marchés. Fait que c'est assez particulier de voir ça que on est dans un contexte où tout est en train de renverser et ces moindres annonces-là amènent des fluctuations sur le marché qui sont assez importantes. Par ailleurs, c'est un peu particulier de constater aussi que la sécurité n'existe que parce qu'il y a des failles dans le système. Donc, le fait qu'il n'y ait plus de failles va peut-être régler un certain problème, mais peut-être me rendre obsolète. Fait que ça serait intéressant à voir, mais je ne pense pas que ça va arriver demain matin, ce genre de choses-là. Justement, puis dans la même perspective, le fait d'utiliser le AI comme excuse pour congédier n'est pas une approche nouvelle. C'est WorldCom qui avait utilisé ça au début des années 2000, l'énorme fraude qu'il y a eu à ce moment-là, sur la multiplication de l'auto-engraissement de la compagnie jusqu'à son explosion finalement, qui avait eu lieu au début des années 2000. Fait que c'est particulier. Fait que l'histoire tend à se répéter et à se répéter malheureusement plus rapidement qu'on a l'habitude. Donc, clairement, la mémoire collective n'est pas à la hauteur. Microsoft, les exécutifs chez Microsoft s'inquiètent du fait que les AI remplacent les postes de junior, avec raison, puisque c'est une expertise qui est importante à acquérir, donc d'avancer avec ça.
Sinon, il n'y a pas tant d'autres éléments comme ça, autre que le fait que c'est Veracode mentionne que la réalité laquelle le code se fait à l'heure actuelle crée une dette technologique ou une dette de sécurité qui est aussi grande ou aussi rapide que ce qui se développe. Donc, on se crée un problème ou une anticipation de problème. Donc, je reviens sur le fait que je ne manquerai pas de travail prochainement. Cela est un cas puisqu'on est en train de se créer un problème en essayant de le résoudre. Donc, tout ça est très particulier. Puis, je suis un peu perplexe par rapport à comment tout ça se passe. Et justement, l'autre sous-section qui est OpenClaw, encore une fois, c'est encore dans les nouvelles puisque ça a créé des problèmes. Il y a eu le cas d'une personne chez Meta qui a eu sa mailbox effacée au complet que parce que les Guard Arrays qui avaient été mis en place ont été compactés, donc évacués de la mémoire du prompt à ce moment-là. Donc, c'est de voir à quel point tout ça est très fragile, à quel point on peut pas nécessairement se fier. De l'autre côté, il y a une compagnie qui est en train de développer un système qui va justement encadrer et la façon de l'adresser est quand même assez intéressante. Ça va être intéressant de voir à terme comment tout ça va se déployer. OpenClaw aussi, c'est une occasion pour les malveillants d'utiliser ce marché-là qui est non régulé, non contrôlé, de y pousser plein de plugins vulnérables et donc de skills. Ce qui fait que les gens vont tomber rapidement dans ce genre de choses-là ou comme mettre leur mot de passe, s'installer des info stealers et ainsi de suite. Et le dernier élément de cette section-là, c'est Google, après Anthropic et OpenAI ont commencé à mettre des balises pour limiter l'usage un peu selon leur politique d'utilisation démesurée du service, justement pour assurer la qualité du système et assurer sa stabilité. Donc, fini les sous-sections. Maintenant, AWS mentionne que plus de 600 FortiGate ont été attaqués par du AI ou augmentés par du AI, des attaques augmentées par le AI. Excusez, le sens des mots ou l'ordre des mots est très important. Essentiellement, c'est qu'on commence à voir de façon réelle des attaques qui sont de plus en plus propulsées par le AI. C'est sûr que c'est pas encore la machine qui va tout faire, mais ça aide énormément les malveillants d'accélérer leur travail. Donc, on est dans une sphère, puis j'avais mentionné dans les autres semaines, qu'on est en train de devoir changer la façon qu'on doit protéger nos infrastructures pour se protéger contre cette industrialisation-là qui est de plus en plus présente. Donc, des paradigmes à changer qui auraient dû être là avant, mais là, clairement, on est vraiment à la porte d'un monde nouveau. Le AI Act en Europe va rentrer en action. Certaines choses rentrent en action, donc ça va être un peu compliqué à mettre en œuvre. C'est intéressant de voir comment le bloc européen adresse ces situations. Mais il demeure que les compagnies doivent contrôler ce qu'ils font avec ça, sauf que la loi a été faite dans un contexte extrêmement rigide qu'elle évolue mal parce que notamment les agentiques sont mal couverts dedans. Donc, il y a un paquet de réflexions à avoir. Peut-être que le cadre législatif est un peu trop normé et il n'est pas suffisant sur les concepts. L'objectif est toujours louable. Le descendre dans des codes de loi, des fois, rend ça un peu plus difficile pour que l'objectif soit atteint de façon cohérente à ce moment-ci, mais en espérant que ça se place bien correctement dans ces éléments-là. Anthropic mentionne d'une attaque par distillation, c'est-à-dire essentiellement le fait d'extraire le savoir de son modèle pour des plus petits modèles, notamment par des Chinois en l'occurrence qui mentionne qui sont en fait. Il y en a nommé 3 dans sa publication, qui sont essentiellement des interactions qui se font pour apprendre un plus petit modèle. Qu'est-ce que le gros modèle c'est déjà par interaction avec celui-ci. Donc, ça réduit les coûts. C'est pas la première fois qu'on entend que DeepSeek fait ce genre de choses-là, mais bref, c'est des attaques qui sont de plus en plus régulières. Donc, ça permet de constater à quel point c'est un marché qui est compétitif et agressif, en quelque sorte. Est-ce que le AI est bon pour la démocratie de Schneier? La réponse est essentiellement non, parce qu'on est capable d'industrialiser des attaques à la démocratie avec ça, ou d'embourber le système qui protège nos valeurs démocratiques, donc de voir comment ça avance, mais c'est une réflexion intéressante à avoir, ou en tout cas pertinente à avoir ce stade-ci pour voir comment on peut encadrer ce genre de choses-là. L'identité est un des éléments les plus importants pour le AI et donc pour les agentiques aussi. C'est notamment ça le problème qui a eu lieu dans les dernières semaines avec tout ce qui s'est passé au dernier mois. Dans le fond, ça date quand même. Tous les problèmes, c'est des problèmes d'identité et d'accès, puisque nos systèmes sont faits avec le contexte humain et avec une intention, avec le fait que l'humain va respecter des règles de façon parce qu'il a été éduqué, ce que le AI ne fera pas du tout, parce que c'est une machine qui est un peu plus dans l'exécution. Et le fait de lui donner un peu trop de pouvoir donne un peu trop et ça met des problèmes. Microsoft ajoute de meilleurs contrôles à Copilot pour éviter qu'il
fouille dans les informations suite à les débâcles qu'il y a eu dans les dernières semaines sur le fait que son agent avait indexé ou en tout cas répondu à des courriels qui étaient classifiés comme étant hors limite, puisque c'était dans un dossier qui était non attendu, en l'occurrence. Donc, une meilleure constitution de ça, c'est une très bonne chose puisque ça semble changer le paradigme c'est un add-on qu'on met là à quelque chose qui est plus transcendant par rapport à l'ensemble de la technologie, mais par ailleurs, l'agent fonctionne à l'intérieur des périmètres de sécurité de l'utilisateur, donc incidemment, comme l'utilisateur accède à l'information sensible, va avoir ces informations-là, va être accédées par l'agent. Donc, c'est un peu ce débat-là et de comment, justement, ça revient toujours sur l'identité. Fait que, bref, un peu sur ce genre de choses-là. Les modèles AI sont un peu moins mauvais avec les mathématiques. Puis je trouve ça très drôle parce que les modèles AI ne font pas de mathématiques. Ils font juste régurgiter statistiquement des données. Et des fois, ne sont pas capables de détecter que c'est un problème mathématique, donc de s'enclencher dans une façon de développer un algorithme pour le faire, mais c'est un peu particulier de voir comment tout ça fonctionne. Bref, ça démontre à quel point les limites sont importantes et voir comment on doit regarder cette situation-là de façon plus sérieuse et comment l'usage de ces outils-là doit se matérialiser dans nos systèmes. Le gouvernement canadien demande à OpenAI de changer ses pratiques de sécurité suite à la fusillade qu'il y a eu au Canada. C'est louable. Je t'avais parlé un peu de comment je me place. C'est difficile de voir à quel point on peut inspecter, à quel point on veut protéger nos citoyens, mais comment ces outils-là, bref, tout ça, ça imbrique. C'est pas facile. La réponse qui a eu lieu des rencontres qui étaient, selon ce que les médias rapportent, était insatisfaisante. Donc, le gouvernement canadien invoque Sam Altman pour aller plus loin. Donc, cette discussion-là devra être regardée et probablement devra alimenter les conversations aux États-Unis également, parce qu'il est probable que ça soit utilisé dans les mêmes circonstances aux États-Unis. Dernière nouvelle à cette section-là. Des chauffeurs de l'État de Washington charlent contre les caméras powered by AI. Essentiellement, le fait que celle-ci détecte quand les gens utilisent leur cellulaire en conduisant, soit ne sont pas attachés. Et les chauffeurs se plaignent qu'ils n'ont pas tout le temps autorité. Par ailleurs, c'est quand même, selon les lois qu'on a ou les règlements qu'on a au Québec, c'est le chauffeur qui est responsable de ses passagers dans certaines occurrences. Donc, je crois que cette façon-là de le faire, c'est donc de ne pas transporter des gens qui ne respectent pas les règles essentiellement pour ça. Excusez. Section souveraineté, adjacent à AI, parce que j'ai justement commencé avec un élément de souveraineté AI. C'est un article qui provient de Line, qui est très intéressant à regarder, savoir comment eux ont développé un modèle où on déploie déployer un modèle AI dit souverain. Et essentiellement, ce qui a été découvert dans ce cas-ci, puis vous lirez l'article au complet parce que c'est super intéressant le regard là-dessus. C'est un regard non occidental, donc c'est très intéressant de voir comment l'approche est différente. Essentiellement, c'est qu'ils ont bundlé dans du pré-prompt essentiellement ou du prompt system un certain nombre de paramètres qui sont des paramètres dits nationaux qui vont s'assurer qu'il y a des choses qui sont dites, qui ne sont pas dites ou favoriser certains éléments. C'est une façon d'aborder la souveraineté dans un modèle. Par ailleurs, c'est peut-être pas robuste, puis c'est ce que démontre un peu l'article, et savoir est-ce qu'on est mieux de déployer ou entraîner des systèmes plus locaux. Donc, c'est une réflexion à avoir. C'est intéressant parce qu'on est dans un univers où tout se bouscule de ce côté-là. Tout est vraiment spectaculaire. Donc, il y a beaucoup de recherches et de questions à se poser. Et ça en est une très bonne en l'occurrence. Le gouvernement danois va commencer à se débarrasser de Microsoft encore plus. Suite à ce que 2 villes l'ont fait, le gouvernement global va le faire aussi. Par le fait que les licences qu'ils utilisent sont en train d'expirer, c'est une chose. Fait qu'au lieu de renouveler des licences plus récentes, vont les laisser expirer et remplacer par du source ouvert. Source ouvert n'est pas moins cher. Par ailleurs, il faut faire très attention. Il y a des coûts associés avec ce genre de choses-là. Mais il demeure que ça offre quand même des avantages assez importants en l'occurrence. Donc, c'est eux qui vont migrer vers ça. C'est intéressant de voir des pays poser ce geste-là et de voir qu'est-ce que ça va donner dans le réel, parce qu'il y en a eu plusieurs, puis il y a des fois plusieurs qui reviennent en arrière. Airbus a eu de la misère de passer de Microsoft à Google, par exemple. Fait que tout ça est très, très complexe, mais c'est intéressant de voir ces éléments-là se dérouler. Et il y a eu des mentions d'ailleurs aussi au Sécure à ce sujet-là qui sont à regarder dans le grand contexte, dans les grandes choses, donc de voir comment on peut analyser la situation. Et dernière nouvelle de cette section-là, et d'ailleurs, c'est en lien avec
la nouvelle précédente, en quelque sorte, les diplomates américains ont été mandatés de lutter contre la souveraineté des données ou ces initiatives-là à travers le monde, parce que c'est sûr que ça pénalise le système américain. Cette nouvelle-là est particulière parce que le fait qu'il y a eu cet engouement-là pour la souveraineté numérique de façon dépassée d'une discussion de salon à poser des actions réelles est justement dû à la façon que le gouvernement américain agit et que ces lois sont invasives sur celles des autres. Et une des plaintes qui dit, puis c'est très comique parce que c'est comme si les Américains se plaignent de choses qui sont leur propre malheur, mais en même temps, ils se plaignent aussi des règles européennes comme étant invasives. Donc, c'est un peu particulier, considérant que les règles américaines elles-mêmes sont très invasives. Donc, c'est un peu un paradoxe dans ce qui est là. Mais bref, anyway, c'est intéressant de voir ces mouvements-là et de voir qu'est-ce qui va se passer, puis de voir s'il va y avoir des répercussions, des actions concrètes de la part du gouvernement américain, soit probablement par des tarifs dans ce cas-ci ou d'autres mesures. Et s'il y a des tarifs sur les compagnies ou les éléments comme les transactions internationales, à ce moment-là, il y aura peut-être un intérêt encore plus grand pour les pays à se délaisser les compagnies américaines, notamment dans le numérique. Donc, c'est un peu un paradoxe dans lequel la situation se fait. Fait qu'on a vraiment une reconfiguration assez importante du paysage numérique et commercial à travers le monde, même militaire à certains égards. Donc, c'est des temps incertains. Section suivante, la privacy. Le premier, puis très intéressant, c'est enough is enough. C'est essentiellement le fait que l'érosion de la vie privée se fait tranquillement. Essentiellement, chaque fois qu'on perd un peu de vie privée pour des règles de surveillance parce que les gens ont peur, on les retrouve jamais. Donc, essentiellement, on est dans un contexte où on perd de façon permanente les notions de vie privée. La vie privée qu'on a maintenant n'a rien à voir avec celle des années 70 ou celle des années 50. Même au-delà de la technologie, les lois ont beaucoup changé, sont beaucoup plus invasives maintenant. Il s'agit de regarder le Patriot Act qui est né avec les attentats du 11 septembre. Les effets sont encore existants à ce jour. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a pas eu de recul. Donc, on a une espèce de réflexion constante, de peur constante qu'on a. Les Européens aussi ont beaucoup de lois qui mettent de plus en plus invasives à la vie privée. Donc, on est dans un univers où on a énormément d'érosion, puis de cette vie privée-là. Lisez l'article au complet parce qu'il est vraiment très intéressant, très riche. Puis le but, c'est pas de vous donner un résumé de lecture. Donc, je vais vous laisser le lire, mais si ça vous intéresse, c'est très intéressant de voir cette façon-là d'aborder les choses et ce qu'on a perdu depuis les 40 dernières années essentiellement en termes de protection de la vie privée pour le fait de lutter contre le crime, de lutter contre le terrorisme, de lutter contre choses. Et dans les faits, on n'a pas de retour à la vie privée et on n'a pas un effet réel sur la sécurité parce que de ce qu'on peut constater, l'effet sécuritaire n'a pas évolué depuis les 40 dernières années, donc on est comme resté au point neutre, somme toute, en sacrifiant beaucoup de vie privée. Fait que c'est des questions à se poser, à savoir comment on se positionne par rapport à cette situation-là. 5 leçons après les saisies du FBI du Washington Post. C'est intéressant. Ces 5 leçons-là c'est pas transcendant, mais sont quand même des leçons qui doivent être mises en place par les gens qui sont dans un contexte à risque, disons. J'aurais plus tendance à passer à des journalistes à l'étranger. Là, c'est un peu parti d'avoir ça sur le sol américain. Bon, la situation, elle est ce qu'elle est. Mais normalement, des choses comme ne pas utiliser le signal sur desktop, juste utiliser sur le téléphone, utiliser le mode lockdown, utiliser certaines façons de faire qui sont particulières. Allez lire, c'est très intéressant. Même si c'est pas transcendant, vous allez quand même peut-être tirer des choses. Puis c'est des choses qu'on devrait faire de façon relativement régulière également. Fait qu'on ne devrait pas normalement utiliser le signal sur le desktop parce qu'il y a un risque où le signal peut se faire casser facilement sur le desktop. Et ça, si la police est saisie, et ainsi de suite. Donc, de vraiment voir comment amener les affaires. Mais bref, les mesures, c'est comme 5 mesures d'hygiène de base qui, je crois, devraient être faites pour tout le monde et qui n'est pas spécifiquement dirigée pour se protéger de la surveillance. Puis de toute façon, dans tous les cas, la police a la capacité d'avoir des mandats qui nous obligent à casser ou forcer d'ouvrir le chiffrement. Fait que donc, dans tous les cas, c'est pas une lutte contre la FBI, mais contre toutes les actions qui pourraient faire une invasion de vie privée. On pourrait parler de violence technologique parce que c'est ça avec Geneviève La Jeunesse d'ailleurs qu'on en parle. On l'a abordé un peu au Sécur également, la violence technologique. Sujet que je pense que je vais amener en tout cas, ramener d'une autre façon, là, parce que je trouve ça intéressant comme d'aborder ça et que ça soit connu
Donc, il y a plusieurs facettes à cet élément-là. Bannir les VPN pour les enfants est un effet collatéral pour les adultes également. Ça revient toujours au fait quel objectif il est cherché. Et clairement, les législateurs n'ont pas de mesure de compréhension des effets collatéraux de ces choix-là législatifs, notamment ici de bannir les VPN chez les enfants. Dans les faits, ça crée une drôle de situation. Et on est dans un contexte de Big Brother à la 1984 de plus en plus. Il y a un appétit de plus en plus grand des États qui nous dirigent de faire ça. Au lieu d'être à notre service, on devient de plus en plus à leur service. C'est un peu particulier comme transformation dans les temps modernes, mais bref, c'est un peu où on s'en va à l'heure actuelle. Donc, de vouloir protéger les enfants, finalement, on vient contrôler les adultes par effet collatéral, parce que si une fois que ça va être en place, ben, ça ne demande qu'à être utilisé par l'État contre ces populations. Donc, tout ça est un peu particulier, mais je reviens toujours, le besoin initial de protéger les enfants demeure est encore très important. J'ai des conversations sur des choses que je ne connaissais pas d'ailleurs, à quel point c'est important de protéger les enfants par les moyens technologiques. Mais par ailleurs, l'équilibre entre ça et l'invasion devrait être trouvé. Puis je ne sais pas, à mon sens, on ne cherche pas à la bonne place. Peut-être qu'il faudrait développer des fonds de recherche pour développer ça. Mais bref, je suis très perplexe qu'on utilise des moyens un peu crus pour protéger les enfants quand il y aurait peut-être des choses à développer ou à avancer avec ça pour aller beaucoup, beaucoup plus loin sur la stratégie pour les protéger, notamment. Justement, les législateurs européens veulent bannir les médias sociaux pour les enfants de 16 ans ou moins. C'est un mouvement de fond qui est en train de se faire, comme que l'Australie a démarré, mais qui a pris beaucoup d'ampleur en Europe et de plus en plus. Donc, si le législateur européen, au sens global, commence à pousser dans cette direction-là, fait qu'on va avoir un bloc entier qui va vouloir justement mieux contrôler l'accès. Et incidemment, va amener des mesures efficaces de la part des médias sociaux. Il est de plus en plus difficile d'avoir des moyens d'évasion pour les enfants pour contourner ces mesures de contrôle-là. Et les mesures d'évasion, c'est pas de mettre des contrôles sur les VPN. Donc, c'est de savoir comment chaque pays va être capable, mais quand on va avoir une forme d'uniformité législative sur ce type de pratique-là, on va peut-être avoir des moyens beaucoup moins invasifs pour réussir à atteindre l'objectif des lois, donc d'empêcher les enfants de moins de 16 ans d'accéder aux médias sociaux. Puis notamment, ce qui avait été mentionné dans le projet de loi ou l'étude du projet de loi en Australie, c'est que les compagnies des médias sociaux sont quand même capables de détecter l'âge des personnes qui l'utilisent, bien au-delà du fait de se cacher derrière d'un VPN ou de cacher derrière tout ça. Donc, on est en train de déplacer la vérification à la bonne place, c'est-à-dire à la guérite du système dans lequel on veut contrôler à ce moment-là, et non dans des systèmes un peu plus invasifs comme les VPN ou d'autres stratégies. Finalement, dans la nouvelle de cette section-là, Instagram va commencer à alerter les parents quand les enfants vont commencer vont faire des recherches sur des choses qui sont relatives au suicide. Cette nouvelle-là me rend perplexe, puis ça va être disponible au Canada dans les prochains mois, j'imagine, parce qu'on fait partie des pays qui sont visés dans le premier déploiement. C'est issu un peu des poursuites qu'ils ont en Californie, notamment Meta, pour des problèmes situés à la santé mentale. Je trouve ça un peu étrange, puis là, on est à la limite entre, oui, il faut effectivement protéger les enfants, et il y a des enfants qui sont dans des milieux familiaux hostiles où les parents ne sont pas fiables, si on veut, ou ne sont pas bienveillants. Bienveillant serait probablement le meilleur terme. Et ce qui amène à mettre en danger ces enfants-là en agissant de cette façon-là. Puis il y a beaucoup de législations aux États-Unis qui, même si ça part d'une bonne intention, vont arriver au fait que ça va avoir des incidences néfastes sur des enfants qui sont dans des situations un peu plus précaires. Donc, j'étais un peu perplexe par rapport à ça, même si l'intention initiale est très bonne. Donc, on est toujours dans un univers un peu complexe, que un peu le confinement nous a amené aussi à exposer des situations sociales qui sont plus complexes qu'on ne voit pas ou qu'on ne voyait moins, en tout cas minimum avant ça. Et toute cette violence technologique est très importante. Je commence à être un peu plus éduqué à celle-ci, puis plus je creuse dans ces univers-là, plus je suis inquiet par tout ce qu'on est en train de faire, comment on aborde la situation et comment on peut protéger les gens face à ça, autant les adultes vulnérables que les enfants qui sont vulnérables également. Donc bref, fin de cette section-là, section rouge.
Semblerait, c'est un énoncé, c'est pas nouveau, mais que les gangs de rançon logiciel viennent pousser l'agenda politique de Moscou, ce qui est tout à fait légitime. Puis on voit de plus en plus dans cette section-là du monde le fait que c'est une arme, c'est un bras armé de cyber de la Russie qui s'attaque à toutes les infrastructures autour, à déstabiliser la société et à tout faire. Donc, on est dans un contexte où on est vraiment passé de l'univers guerre cinétique 100% à des guerres hybrides. Guerre hybride, c'est pas un concept qui est nouveau, mais c'est un concept qu'on est en train de se réapproprier. Donc, essentiellement, on est en train de revoir ça. Donc, les pays sont en train de s'organiser ensemble pour lutter contre notamment la menace qui arrive de la Russie en l'occurrence. Mais cela est valide un peu partout à travers le monde. Donc, de ce changement de façon, de paradigme est de plus en plus grand. Probablement que les Chinois et les Corées du Nord sont également très actifs aussi, mais de façon peut-être moins ciblée que les Russes à l'heure actuelle, parce que les Russes sont vraiment dans un contexte de guerre. Donc, vraiment s'attaquer à ça. Des applications Android de santé mentale, 14,7 millions d'utilisateurs d'installation. De ce type d'application-là aurait des failles de sécurité très importantes. L'article en liste, je pense, une dizaine d'applications avec des vulnérabilités à l'intérieur. C'est troublant parce qu'on a des systèmes qui nous permettent justement on pense qu'on a confiance, qu'on y dépose des données qui sont sensibles, qui sont les nôtres, des données personnelles qui sont mal protégées parce que l'application n'est pas de bonne qualité. Donc, on est toujours dans un contexte où on fait confiance. Là, c'est même pas des applications qui le créateur a des intentions malicieuses, mais vraiment dans un contexte où celle-ci est mal faite. Et donc, à ce moment-là, nous amène dans une situation complexe et donc de potentielle exposition des données sensibles à un tiers, où on se fait hacker ou ainsi de suite. Donc, c'est très préoccupant qu'il n'y ait pas plus de contrôle que ça, mais en même temps, dans un contexte américain, c'est plus difficile. Puis le contexte européen, oui, il y a de la législation, mais des fois ne fixe pas les bons problèmes ou les bonnes places, donc c'est un peu étrange. Discord repousse le fait dans vérification de l'âge plus tard en 2026, essentiellement parce qu'il y a un backlash très important par la compagnie qui est utilisée et de la façon que ça a été utilisé, mais on revient qu'on va le faire quand même. Fait qu'on revient un peu sur le même fait que les lois bloquent de plus en plus l'usage ou l'âge mais avec des moyens invasifs de vérification. Donc, on est dans un contexte où c'est très difficile de le mettre un dans l'autre. Donc, bref, c'est un peu troublant dans ce cas-ci, mais il me semble qu'on pourrait trouver des meilleurs moyens de régler le problème que ça. Puis de toute façon, alors est-ce que autant que le rêve de l'Internet qui était anonyme il y a 30 ans, c'est mort à l'heure actuelle. De toute façon, la vie privée, c'est mort. Là. Plusieurs articles que j'ai conservés cette semaine qui essentiellement relatent le fait que la vie privée, c'est pas mal fini en 2026. Tous les systèmes sont en train de se déployer pour ça, soit par la législation, soit par la volonté des différentes compagnies qui font ce genre de choses-là. Dans notre nouvelle section-là, les paiements de rançon logicielle sont en chute depuis, du moins l'année passée, depuis 2 ans. Et en même temps, de l'autre côté, les attaques ont augmenté. Fait que c'est un drôle de paradoxe où il y a moins de monde qui paye, mais de plus en plus d'attaques réussies, si on veut. Ce qui n'en est possible, c'est que le problème, c'est que la segmentation des marchés, donc ceux qui font l'accès initial, continuent à opérer tout le temps et vendent les accès. Donc, eux, ils continuent à faire de l'argent, mais c'est les personnes qui suivent après qui ne font de moins en moins d'argent, donc dans la chaîne, dans l'écosystème du crime numérique. Donc, il y a un déplacement des forces. Et aussi, les attaques sont de plus en plus faciles à cause du AI. On l'a vu dans les autres articles que j'ai pas cette semaine ou dans les semaines passées dans lesquelles c'est de plus en plus facile de mener à terme des activités de rentrée, d'accès initial. L'usage après, c'est d'autres choses. Puis de plus en plus de gens ont des copies de sauvegarde, ont d'autres pratiques qui limitent l'effet que ça leur a sur les systèmes. Donc, les gens sont de moins en moins prompts à payer ce qui s'ensuit. Dernière section, le bleu. La priorisation de l'identité comme étant un élément essentiel à la cybersécurité, c'est pas un problème, c'est ça. Puis l'article est très intéressant, puis il faut aller là, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui est dedans, puis c'est ça qui est comme financé, cet article-là, en l'occurrence. Mais il est intéressant, mais ça amène beaucoup de facettes à ce que l'identité est. On en a parlé avec le AI, le fait que les agents fonctionnent dans l'identité de son propriétaire, c'est un problème parce que ça ne réussit pas à bien contrôler les actions. Donc, il y a des aspects beaucoup plus petits
atomiques qu'il faudrait faire au niveau de l'identité à ce qu'on assigne. Puis ça devient compliqué parce qu'on a tendance, puis OpenClaw, c'est un exemple, on aime partager nos informations et le fait que le faire vivre, c'est une des nouvelles qu'il y avait dans OpenClaw que j'ai pas parlé directement, mais le fait de mettre dans un bac à sable n'est pas suffisant parce que dans les faits, on lui donne des permissions. Puis c'est ces permissions-là qui sont le problème, qui sont toujours trop grandes, ne sont pas suffisamment granulaires pour permettre de bien contrôler dans le cas d'essai qu'on veut faire ou d'interdire certaines actions spécifiques, même si des agents spécialisés vont apparaître par-dessus pour contrôler, il demeure qu'on a un problème avec l'identité. Et ça devient des calculs, puis là, il dit que l'article lui-même, c'est un problème de mathématiques. C'est effectivement parce que l'action, le mouvement ou le cycle de vie d'un utilisateur pendant sa journée, donc ton identité, dans les différents systèmes, a plusieurs facteurs qui viennent nourrir les signaux autour et donc de détecter qu'il y a une activité malicieuse qui est faite. C'est très intéressant, fait que j'aime ça de voir qu'on ramène l'identité comme étant un élément de conversation intéressant qu'on avait un peu oublié. L'AI nous ramène dans ce degré de réflexion-là, qu'on doit ramener ça d'avant-plan et de commencer à remettre de façon plus mature ces approches-là, ces pratiques-là, qui sont à l'heure actuelle un peu trop faibles et donc ne permettent pas de contrôler adéquatement l'identité dont du AI, mais aussi des humains, puis de s'assurer qu'on est quand même un peu mieux. Puis probablement que l'effet sur la fraude aussi va se limiter, le fait que quand on va casser une identité, donc je parlais comme le fait que de plus en plus de gens qui volent l'identité, les capacités de faire quelque chose avec vont se retrouver être beaucoup plus limitées, donc moins attrayants. Donc, on va se débarrasser un peu de ce problème-là au passage ou réduire la zone de déflagration s'il y a une identité qui a été volée et sa portée va être beaucoup plus restreinte en termes d'action que si elle est détectée. Puis, un exemple parmi de cette nature-là, si on prend quelqu'un qui se branche donc dans son pays d'origine, ou le UIP, son IP habituel, bien, ses accès vont être fondamentalement beaucoup plus grands que si l'identité se branche à partir d'un autre pays ou un autre endroit qui n'est pas habituel pour l'utilisateur. Donc, ces droits vont être plus limités et progressivement réaugmentés quand la confiance va se reconstruire si c'est le bon utilisateur. Si ce n'est pas le bon utilisateur, bien, ses actions vont être limitées et il ne pourra faire presque rien à ce moment-ci pour réussir à briser le système. Nouvelle suivante, l'update de Windows 11 vient d'ajouter 6 months, donc j'aime ça parce que c'est de façon native. Maintenant, à partir de cette update-là de Windows 11, on n'a plus besoin de faire de l'installation à part. Il est là. Il faut l'activer par ailleurs parce qu'il n'est pas activé par défaut. Mais c'est une très belle amélioration. Puis je suis un peu perplexe pourquoi ça a pris autant de temps que ça avant que ça se retrouve par défaut dans Windows, puisque c'est un système qui a été racheté il y a très longtemps par Microsoft, mais qui n'ont jamais intégré de façon très, très plus que ça dans le système, qui tant qu'à moi devrait être... c'est un no-brainer. C'est l'élément que je dis à tout le monde d'installer de facto, et même si les gens ont des ADR en place, puisque ça donne une visibilité supplémentaire qui est très intéressante. Bref, très bonne nouvelle. Article sur la transparence pour les brèches. C'est juste ça qui en passe. Je trouve ça intéressant parce que ces genres d'articles-là, d'habitude, je suis un peu... celui-ci en parle le fait qu'on doit analyser a posteriori, pas le genre déclaration 24 heures après tout ça, mais de vraiment y aller pour créer des codes d'études. Puis ça va un peu au contraire de ce que les États-Unis ont fait, puisqu'il y avait une agence américaine, un peu comme pour l'aéronautique, qui vient enquêter sur les écrasements d'avions. Dans ce cas-ci, il y avait un même genre d'agence qui venait faire des enquêtes sur les grands vulnérabilités ou les grandes brèches informatiques, justement, qu'on puisse les analyser et qu'on puisse en tirer des leçons. Parce que, essentiellement, l'ingénierie s'appuie pour construire son corpus de connaissances, c'est tout sur des leçons apprises. C'est pour ça que les ponts tombent le plus maintenant, parce qu'à une certaine époque, il y a eu des erreurs d'ingénierie qui ont fait que des ponts qui sont tombés, mais depuis, ces erreurs-là ont été insérées dans le corpus de connaissances, donc il n'y a plus de ponts qui tombent à l'heure actuelle, dans la mesure où on est atteint la maturité de ce domaine-là, donc on aurait intérêt à faire la même chose. Donc c'est un peu au contraire de ce que les États-Unis ont fait, donc de défaire cet organisme-là qui est essentiel pour bien des acteurs de l'industrie. Et je suis très d'accord, le fait qu'on doit analyser à posteriori, devenir des cas d'études, soit par une organisation indépendante comme c'était proposé initialement, ou peu importe la façon, justement, pour qu'on puisse augmenter le corpus de connaissances et que cette connaissance-là devienne imbriquée dans la connaissance de base qu'on a dans le domaine. Et c'est peut-être un chemin dans lequel on va devenir désuet ou obsolète le métier de cyber, mais pour le moment, on n'est pas encore tout à fait là. Donc, bref. Ça, dernière nouvelle que je trouve très chouette, parce que je trouve ça très important.
les versions, les long-term support. Il y a 3 kernels de Linux vont avoir leur support étendu d'environ 1 an. Donc, c'est très bien de conserver cette patching-là, ces éléments-là pour conserver la sécurité de ces systèmes-là. Et c'est encore une fois très intéressant de voir que les systèmes Linux sont capables de rester beaucoup plus longtemps en vie que les systèmes corporatifs. Donc, c'est une réflexion à avoir aussi comment on aligne les choses, soit les compagnies développent ou mettent en œuvre des systèmes qui vont rester. C'est pour ça que je trouve ça un peu moche que Microsoft a abandonné Windows 10 puis a fait Windows 11. Il y avait dans Windows 10 une idée de continuité dans le temps et de non-changement, donc de support continu, d'amélioration continue et non de Bing Bang comme ils ont fait avec Windows 11. Donc, et d'upgrade et tout ce que ça comporte. Donc, bref, j'aime beaucoup ce modèle qui est utilisé par les kernels et ces supports à long terme qui sont faits. Et ça va aussi, bien au-delà, des compagnies qui se font des supports supplémentaires si vous voulez payer pour du support supplémentaire. Bref, c'est fini les nouvelles cette semaine. Je suis allé assez vite parce qu'il y en avait quand même beaucoup plus dans le côté de l'intelligence artificielle. Il y a eu comme une débandade. Mais en même temps, comme c'était le Secure, j'ai eu beaucoup moins de temps de m'attarder à des nouvelles qui m'intéressaient un petit peu moins. Donc, cette semaine, ça a été un peu moins chargé que les autres. Mais bref, je vous souhaite une excellente semaine. Puis, au plaisir de vous recroiser, comme nous croiser plusieurs au Secure.